Salut à tous. Alors, petite vidéo d'analyse fondamentale. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment de rester le plus simple possible. Et pourquoi je la fais aujourd'hui? Parce qu'on est dans une période où les marchés ont baissé, notamment les marchés américains. Un double effet de baisse des marchés américains et baisse du dollar, ce qui fait que sur les portefeuilles européens, on a vu des belles lignes rouges, en tout cas sur le mien, pendant ces dernières, on va dire, cette dernière semaine. Même chose en Europe, hein, il y a eu aussi quelques valeurs qui se sont fait chahuter. Et donc, dans ces moments où les marchés bougent beaucoup, ce sont souvent les émotions qui prennent le dessus. On voit une boîte qu'on suivait un petit peu de loin, qui perd 10, 20, 30%. On se dit, c'est peut-être le moment d'acheter. Et parfois, on a tendance à faire un petit raccourci et à ne pas trop regarder les fondamentaux, alors que c'est quelque chose, en tout cas, si vous avez un style de gestion un peu comme le mien, qu'il faut toujours regarder pour investir dans des boîtes de qualité. Alors, je vais vous prendre comme exemple ici Tesla. Pourquoi Tesla? C'est pas que ce soit ma boîte favorite, c'est pas que je la connaisse spécifiquement bien, mais comme elle a des chiffres qui sont parfois un petit peu aberrants dans un sens ou dans l'autre, c'est un bon exemple. Et puis, j'hésiterai pas aussi à prendre un exemple typique du style un glacier, voilà, un food truck, enfin, disons un glacier ambulant avec son petit camion. Donc, vous êtes actionnaire, vous ne gérez rien, vous êtes actionnaire passif, c'est-à-dire qu'il y a un employé qui gère le camion, qui décide quoi faire de l'argent. Est-ce qu'il va repeindre la peinture, combien il achète ses glaces, combien il les vend, etc. Vous êtes totalement passif là-dessus. Parfois, ces petits exemples un peu théoriques, ça aide à passer quelques petits caps quand on commence à parler rentabilité, profitabilité, etc. Je vais commencer par la croissance. Pourquoi je commence par la croissance? Parce que moi, c'est comme ça que je commence une analyse, après le business model, hein, après avoir compris ce que faisait Tesla ou bien le vendeur de glace. J'attaque la croissance et pourtant, c'est loin d'être le critère le plus important pour moi. Et je vous expliquerai pourquoi une boîte avec croissance peut ne pas être une bonne boîte en bourse et pourquoi une boîte sans croissance peut être une bonne boîte en bourse. Mais la croissance, c'est le départ qui nous permet de comprendre pas mal de choses. Quand on parle de croissance, en général, on parle de croissance du chiffre d'affaires, donc vraiment le chiffre de ce qu'on a vendu. Cette croissance, elle vient soit de l'interne, croissance organique, soit ça peut venir de croissance externe, c'est-à-dire qu'on a racheté un concurrent. En général, la bourse n'aime pas trop quand on rachète un concurrent. La bourse préfère une croissance organique. Et cette croissance organique, elle peut venir de deux choses. Elle peut venir de la hausse des volumes. Vous avez vendu plus de voitures ou plus de glace, ou bien de la hausse des prix. Et la bourse aime bien quand ça vient des deux côtés. Du côté de Tesla, il y a eu une baisse des prix. Donc voilà, on voit que c'est les volumes et aussi baisse des volumes. En tout cas, des difficultés à vendre autant de voitures que prévu. Et ça se voit directement sur les chiffres de croissance de Tesla. Avec ces barres marron, on s'aperçoit que le chiffre d'affaires n'a progressé que de 1% en 2024. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est important de regarder les chiffres de croissance parce que pour beaucoup de personnes, Tesla, c'est une boîte d'hypercroissance ou au minimum de croissance. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il y a eu évidemment une hypercroissance dans le passé. C'est une boîte qui stagne depuis un certain temps, qui stagne en termes de chiffre d'affaires, mais il ne faut pas regarder que le chiffre d'affaires. Il faut regarder aussi, une fois qu'on a enlevé les charges d'exploitation, le résultat d'exploitation qui est là, qui est en baisse de 20%. Et puis, une fois qu'on a enlevé tout le reste, c'est-à-dire les intérêts payés, les charges exceptionnelles, etc., on a le bénéfice net, vraiment le bénéfice final. Et on s'aperçoit que ce bénéfice net ou résultat net est en baisse de 50% du côté de Tesla. Donc, on peut avoir certaines fois une impression sur une boîte. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est différent. Et d'ailleurs, Elon Musk, quand il parle de Tesla, il nous vend l'idée que Tesla est entre deux phases de croissance. Il dit Tesla est entre deux vagues de croissance. Il y a eu le passé, là, il stabilise et on va repartir. Je ne suis pas du tout persuadé que ça. En fait, j'ai aucun avis sur Tesla, très franchement, aucun avis sur la question. Mais on voit qu'on peut avoir une image d'une boîte qui a des petites marges, des grosses marges, qui est en progression, peu importe, et une réalité qui est différente. Donc, première chose, croissance, voilà ce que ça nous apprend. Maintenant, on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que le chiffre d'affaires ne progresse pas exactement de la même manière que le bénéfice d'exploitation, que le bénéfice net. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Là, c'est plutôt dans le mauvais sens pour Tesla. C'est-à-dire qu'on va dire que le chiffre d'affaires a été stable, mais les charges ont augmenté, à la fois du côté de l'exploitation et des charges exceptionnelles. Donc, il y a eu une baisse des marges, c'est-à-dire que la différence entre ce qu'on a vendu et nos prix d'achat, nos coûts d'achat, a diminué, ce qui est évidemment pas bon signe. On voit que Tesla, pendant de nombreuses années, a été une entreprise en perte, avec des marges négatives. Ensuite, on est passé à zéro, un top à 15% et on arrive à peu près à 7%. Cette notion de marge, pour moi, vous savez, je vous le répète tout le temps, c'est vraiment une notion qui est importante, quasiment plus que la croissance d'ailleurs, même plus pour moi que la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée
d'avantage compétitif qui est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer, je trouve, sur les Tesla. Quelqu'un qui va acheter une entreprise, un véhicule électrique, pourquoi il va se tourner vers Tesla plutôt que vers quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est la fiabilité? Bon, bref, il y a plein de choses comme ça. Difficile à savoir sur Tesla. Même chose pour mon vendeur de glace. Mais ce qui me permet d'avoir une idée déjà, c'est mon vendeur de glace. Si ça lui coûte 1 € pour produire une glace et qu'il la vend, disons, 1,10 €, je sens qu'il a de la concurrence. Soit il est extrêmement stupide, c'est-à-dire qu'il pourrait vendre ses glaces 2 €, mais il les vend 1,10 € parce que voilà, il ne fait pas ses calculs. Dans ce cas-là, c'est un mauvais gestionnaire et c'est aussi mauvais signe. Mais si il les vend avec une aussi faible marge, c'est qu'il y a de la concurrence. S'il pouvait les vendre à 1,20 €, 1,30 €, etc., il le ferait très probablement. De l'autre côté, si mon vendeur de glace vend sa glace à 5 € alors qu'elle lui coûte 1 € à produire, je pense que, il y a peu de concurrence. Ou alors s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'autour de lui, il y a d'autres glaciers qui vendent les glaces à 5 €, mais il y a personne qui rentre dans ce marché, qui peut disrupter ce marché et vendre les glaces à 4 € et commencer une guerre des prix, un qui met à 4 €, l'autre à 3,90 et 3, etc., jusqu'à un niveau où il y a les concurrents sont tous un petit peu lessivés. Donc savoir si mon marchand de glace qui achète sa glace à 1 € arrive à la vendre à 1,10 € ou 5 €, pour moi, ça fait une énorme différence. Et comme je vous le disais, c'est plus important que la croissance. Bien maintenant, je vous disais que la croissance, pour moi, ce n'était pas le plus important et d'attendre le troisième thème. Le troisième thème, c'est la rentabilité, notamment la rentabilité des capitaux propres. C'est-à-dire en tant qu'actionnaire, combien j'ai amené, enfin moi ou les actionnaires précédents, hein, si j'ai racheté les parts entre-temps, combien est-ce que j'ai amené, par exemple, pour le marchand de glace ambulant. Si j'ai amené 10 000 € et que j'ai 10 000 € à la fin de l'année de bénéfices nets, ça me fait un retour sur capitaux propres de 100%. J'ai amené 10 000 et chaque année, ce camion de glace me ramène 10 000 €. Si j'ai dû amener 30 000 € et que j'ai le même bénéfice à la fin de l'année, c'est évidemment 3 fois moins rentable. Donc cette rentabilité, pour moi, elle est extrêmement importante. Reprenons mon glacier qui vend ses glaces à 5 €. Donc il y a 80% de marge, c'est excellent. Il a une rentabilité de 100%, c'est super. Et je vous parlais de la croissance. La croissance, pour moi, c'est pas capital parce que peut-être que s'il achète un deuxième glacier qui va mettre ailleurs, là, admettons, à 5 €, il est vraiment dans une zone très touristique, il a une marge de 80%, ça marche très bien, c'est parfait pour lui. S'il achète un autre camion, soit il va le mettre à côté de son propre camion et forcément, il va se concurrencer lui-même, donc il va plutôt le mettre plus loin et peut-être dans des rues ou dans des villes où il peut vendre sa glace uniquement à 4 € ou 3 €, donc il aura une moins bonne rentabilité. Donc, avoir une croissance à tout prix, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé pas allé la voir pour Tesla, mais c'est ici. On a un return on equity, donc un retour sur capitaux propres, qui a beaucoup baissé. Donc on s'aperçoit qu'on était à 16%, 21, 33, 20, donc des bons chiffres jusqu'en 2023. Et là, on tombe à 12% et on voit que les analystes prévoient, tout ce qui est en bleu, là, au-delà de 2024, je regarde assez peu parce que c'est basé sur les prévisions des analystes, mais on voit que les analystes prévoient 12% de ROE. Et c'est drôle parce que le retour sur capitaux propres, dans l'ensemble, quand on demande de fixer un seuil, la plupart des investisseurs fixent ce seuil à 15%. Et on voit que Tesla est passé en dessous de ce seuil. Donc la rentabilité, pour moi, c'est extrêmement important et c'est beaucoup plus important que la croissance, je vous le disais, parce que imaginons une entreprise qui a une rentabilité plutôt faible. Par exemple, notre vendeur de glace qui avait beaucoup de concurrence et qui vendait ses glaces à 1,10 € au lieu de 1 €, mais qui, lui, est un fan de croissance. Donc ce qu'il fait, c'est que c'est assez facile pour lui, enfin c'est facile, il rachète d'autres camions qui vendent des glaces un petit peu partout à 1,10 € avec sa faible marge, mais c'est pas grave, il gagne quand même de l'argent, il est content. Lui, il base tout sur la croissance. Donc il gagne 10 centimes par glace, mais comme il vend ses glaces très peu chères, il peut les vendre partout, même à des endroits où il fait froid, même hors saison, en hiver, etc. Donc c'est facile pour lui d'avoir de la croissance. Donc il a cette énorme croissance. Et de l'autre côté, j'ai mon autre glacier qui a son endroit très bien placé, sa marge de 80%, qui vend ses glaces à 5 € et qui ne peut pas croître parce que s'il va dans la rue d'à côté, etc., il n'arrive plus à avoir cette magnifique rentabilité. Je préfère le business qui a une rentabilité, un ROE de 100% par exemple, et qui vend avec ses énormes marges, qui vend à 5 €, plutôt que celui qui cherche la croissance à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire croissance à tout prix? Ça veut dire que oui, il va grossir, mais le risque va s'accroître. Déjà, quand il grossit, et on va le voir juste après, il va souvent avoir besoin de se financer. Donc, il va souvent être endetté. Donc, forte croissance, parfois, rime avec endettement. Ensuite, la marge est très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il se met à payer sa glace non plus
1 euro, mais 1,05 € parce que le prix du lait a augmenté ou parce que son employé veut être payé plus cher ou que ses futurs employés, à chaque fois, les salaires ont monté, donc les futurs, pour chaque nouveau camion, demandent à être payés un petit peu plus, etc. On voit qu'il y a un énorme risque sur le côté matière première, le côté coût. Ensuite, il va avoir d'énormes frais fixes, vu qu'à chaque fois, il est obligé d'acheter des nouveaux camions, nouveaux investissements, ce qu'on appelle le CAPEX, donc beaucoup de frais fixes. Donc s'il y a un coup de frein, s'il y a une récession et que les volumes baissent, il peut se retrouver très vite à perdre de l'argent parce qu'il aura des coûts qui vont devenir trop importants à supporter. Parce que quand je vous dis une glace vaut 1 euro, la glace vaut 1 euro à un certain volume, mais en général, plus le volume augmente et plus vous gagnez de l'argent parce que ça vous coûte moins cher à produire la glace, vous avez plus par exemple, d'effet de levier vis-à-vis de votre fournisseur. Vous pouvez acheter vos glaces non plus à 1 euro, mais à 90 centimes. Mais ça marche dans les deux sens. Donc cet effet de levier que vous avez peut-être en croissance, ça peut jouer contre vous à la baisse parce que finalement, vous avez toujours besoin d'électricité pour refroidir vos bacs à glace, etc., quel que soit le nombre de glaces que vous vendez. Donc si la croissance se retourne, si tout d'un coup, il y a moins de gens qui achètent des glaces, vous pouvez vous retrouver en perte et la croissance peut disparaître très très vite. Donc on voit que vous avez un business qui est beaucoup plus dangereux pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il faut continuer à croître pour continuer à gagner de l'argent. Vous êtes dans un milieu concurrentiel, etc. Alors que mon petit glacier qui est tout seul avec ses 80% de marge, lui, a priori, il n'a pas d'endettement. Il a des marges très élevées, donc c'est pas très grave s'il est obligé à un moment de vendre ses glaces à 4 euros. Il est beaucoup moins embêté par des hausses de salaire ou de matières premières, etc., etc. Bien, maintenant qu'on a vu la croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices, on a vu les marges et on a vu la rentabilité des capitaux propres, donc ROE ici. L'autre point, c'est de savoir comment se finance l'entreprise. Donc, il y a différents moyens de se financer pour une entreprise. Il y a l'endettement. En fait, je devrais commencer par le début. Il y a l'autofinancement, parce qu'une entreprise, elle a besoin de se financer, pas juste au moment où elle est créée, hein. Chaque entreprise a besoin de se financer. Par exemple, je parlais de l'entreprise qui veut beaucoup croître, qui achète des glaciers régulièrement, ou Tesla qui construit de nouvelles usines aux États-Unis. Ça demande des investissements, du CAPEX, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres investissements qui sont nécessaires. Peut-être qu'on veut augmenter les dépenses marketing, etc. Et donc, ces dépenses-là, dans l'idéal, sont autofinancées, c'est-à-dire qu'elles sont produites, elles sont financées par les bénéfices de l'entreprise. Donc, voilà, ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est le meilleur des cas. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, vous pouvez vous financer par la dette. Donc, c'est important de regarder quelle est la dette de l'entreprise. Vous pouvez aussi, plus compliqué à voir, c'est pas compliqué, mais ce qu'on a tendance à moins regarder, se financer en diluant les actionnaires. C'est-à-dire que, surtout dans le cas d'une forte croissance, si à chaque fois que vous avez un nouveau glacier, vous lui dites à l'employé, bah, je vais vous donner des parts de l'entreprise, bah, l'actionnaire de départ, lui, il voit ses actions diminuer. Donc, en général, c'est soit que beaucoup d'actions sont données aux personnes, voilà, aux employés, soit c'est au travers d'augmentation de capital. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Tesla. On voit que Tesla, en 2015, il y avait un nombre d'actions en circulation autour de 2 milliards. Et on voit que 10 ans plus tard, il y a, alors c'est combien? 3 milliards d'euros. Donc, c'est pas négligeable parce que si vous êtes actionnaire et que vous n'avez rien fait depuis 2015, vous aviez une part, si vous avez une action, vous aviez 2 milliardième de l'entreprise et vous n'avez maintenant plus que 3 milliardième de l'entreprise. Votre part de gâteau a baissé. Alors peut-être que le gâteau Tesla a augmenté, et c'est une réalité, le gâteau Tesla a augmenté, mais votre part a diminué. Et ça, peu de gens le regardent. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas le nombre de titres en circulation, vous allez vite vous retrouver à dire: oh, finalement, Tesla n'est peut-être pas si endetté que ça. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Si c'est voilà, c'est aussi dangereux que le financement par la dette, et c'est même alors, c'est moins dangereux dans le sens où il n'y a pas de demande de remboursement, ça ne va pas vous amener à la faillite, mais c'est plus insidieux, plus invisible, puisque vous êtes dilué, donc vous avez une plus petite part des bénéfices. Donc là, on voit comment on s'est financé, hein. Donc, il faut regarder, comme je le disais, est-ce que c'est autofinancement, dette, augmentation de capital, donc dilution des titres. Et ensuite, il faut regarder comment est utilisé l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle le cash flow, hein. C'est ce fameux cash flow, on doit regarder comment il est utilisé. Donc, je vous le dis, le plus classique, ce cash flow, il sert au CAPEX, à l'investissement. Et ça, c'est important de voir si c'est une boîte qui a 2% de son chiffre d'affaires en CAPEX ou 10% de son chiffre d'affaires. Ensuite, on peut payer des dividendes, on peut rembourser sa dette, on peut faire des rachats d'actions, évidemment, qui sont extrêmement similaires aux dividendes. Voilà. Or, l'aspect frottement fiscal, etc., en termes de stratégie, c'est relativement la même chose. Le but de ça, c'est juste de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Donc, si je reprends l'exemple de Tesla, on va regarder
le côté, donc là, on voit que la trésorerie augmente. Oui, j'ai oublié effectivement, ça peut juste rester en trésorerie. Donc on voit que Tesla laisse ça en trésorerie. Alors Tesla, au niveau du CAPEX, on voit qu'on est à 11 du chiffre d'affaires, ce qui est élevé. Clairement, et on voit que non, j'allais dire ça augmente, mais non, c'est relativement stable. Oui, forcément, ça reste un fabricant de véhicules électriques, donc ça demande beaucoup d'usines, ça demande forcément beaucoup d'investissements chaque année. Et dans le cas de notre food truck, c'est important de savoir si, enfin du glacier plutôt, c'est important de savoir si pour eux, je ne sais pas, ils repeignent tous les ans le camion, s'ils rachètent des nouveaux camions, etc. C'est important de savoir comment est utilisé ce CAPEX. Est-ce que c'est pour rénover l'existant? Est-ce que c'est pour de la croissance, etc. C'est important de comprendre s'ils remboursent l'endettement, parce que peut-être que vous êtes inquiet de l'endettement actuel, mais qu'il est en train d'être remboursé. Voilà, donc cet aspect, d'où vient l'argent, comment je me finance et où va l'argent, est-ce que ça part en trésor, en rachat d'actions, etc. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il y a rien d'idéal, si vous voulez. Il y a des boîtes qui doivent s'endetter, c'est normal. De s'endetter, elles ne pourraient pas vivre sans être endettées. C'est tout à fait normal aussi pour certains d'avoir une grosse trésorerie. Ça peut être normal aussi de faire des rachats d'actions ou de verser des gros dividendes. Voilà, tout est variable. Et là, je viens à un point très important et je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre Total. Quand je vous disais que ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir une grosse croissance pour gagner de l'argent en bourse. Alors vous dites comment c'est possible qu'une entreprise ait un cours de bourse croissant si elle n'est pas croissante elle-même. Ben, c'est tout simple, il y a quand même une rentabilité. Je vais prendre l'exemple de Total, qui est l'exemple classique d'une société qui n'est pas en croissance, pour une raison simple, hein, c'est que voilà, les gens, passage à l'électrique, etc., etc., des moteurs qui, sur des dizaines d'années, sont de plus en plus économes. Alors, où est-ce que je voulais aller? Ah oui, alors là, je suis tout le temps sur Zone Bourse, mais j'en profite. N'oubliez pas hein, que l'abonnement Zone Bourse est en ce moment en promo de 40% avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Donc, si vous êtes comme moi, fan de stock picking, de lecture de bilan, de résultats, besoin d'avoir accès à des ratios, etc., ça reste mon outil vraiment favori. Je passe 90% de mes analyses là-dessus. Sinon, c'est sur le site des boîtes et sur les documents des boîtes. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, sur la croissance. Croissance, chiffre d'affaires ici, vous voyez les barres noires. Franchement, depuis 10 ans, on ne peut pas dire qu'il y a de la croissance. Et même si je prends le chiffre d'affaires 2014, on est à 212 milliards et on est en 2024 à 195 milliards, donc des croissances. Sur 10 ans, le chiffre d'affaires de Total aujourd'hui est plus faible qu'en 2014. Est-ce un problème? C'est un problème, oui et non. Je vous le disais que parfois, on peut être intéressé par des boîtes qui ont une bonne rentabilité et qui savent bien gérer leur argent. La rentabilité, ici, pour Total, on voit qu'elle est encore de 15%. Donc, au-delà de Tesla, on a une meilleure rentabilité des capitaux propres. En plus, comme c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins valorisé pour un actionnaire, ça peut être intéressant. Alors, je ne suis pas fan de Total non plus, hein, mais je vous donne des exemples un petit peu aberrants. Et pour moi, Total, c'est l'exemple de la croissance aberrante. Voilà, on a vraiment une société qui n'est pas en croissance. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est là où je regarde la santé financière, hein, soit l'effet de levier, la dette sur le résultat d'exploitation, enfin l'EBITDA, ou bien voilà, dette sur cash flow, etc. On a des indications ici, on voit que c'est très correct du côté de Total. Donc je vous le disais, assez peu de croissance. Est-ce que c'est un problème pour la bourse? On va voir tout de suite. Alors vous le savez, Total donne beaucoup d'argent chaque année à ses actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions, mais principalement dividendes. Et ça, on peut voir le résultat en bourse en faisant un graphique total return, parce qu'évidemment, je veux que le dividende soit inclus, sinon ça n'a aucun sens. J'étais en 2014, donc je vais faire depuis 2014. On est en décroissance depuis 2014 et on s'aperçoit qu'on a gagné 150% depuis 2014. Donc il y a une boîte ici qui n'a pas eu de croissance en termes de chiffre d'affaires, mais qui a une certaine rentabilité, qui la rend aux actionnaires, hein, donc qui rend l'argent aux actionnaires. Et quand on réinvestit cet argent, très important de le réinvestir, hein, dans Total ou ailleurs, quand on réinvestit cet argent, on s'aperçoit qu'on a finalement une performance de 150% sur 10 ans, qui n'est pas ridicule, qui est loin d'être ridicule, mais d'ailleurs qui serait appréciée par beaucoup de boîtes en décroissance. Donc voilà, on s'aperçoit que la croissance, ce n'est pas forcément quelque chose qui est le plus important dans une boîte. Surtout quand cette croissance, elle se paye très cher, on va venir à la valorisation maintenant, ou bien quand elle nécessite énormément d'endettement, etc. Voilà, on voit Total qui est
Une boîte qui est bien gérée, je ne suis pas fan, mais il faut avouer que c'est une boîte qui est bien gérée depuis, extrêmement longtemps. Bien gérée, avec de la rentabilité, redonnée aux actionnaires et cetera, d'avoir un rendement qui finalement est pas si mal pour une boîte française dans le pétrole et cetera. Il nous reste 2 thèmes, hein, si vous avez, suivi. Le thème suivant, je ne vais pas passer trop de temps parce que c'est presque le plus compliqué, c'est la partie management, culture de l'entreprise, et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de connaître le PDG, depuis combien de temps il est là. Est-ce que c'est le PDG fondateur? Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est transparent, honnête? Est-ce qu'il reconnaît ses erreurs? Est-ce qu'il arrive à pivoter quand il y a des mauvaises décisions qui ont été prises, et cetera. Donc la partie management, je ne vais pas trop en parler. Ça peut se retrouver. C'est toujours intéressant de regarder l'actionnariat, de regarder effectivement depuis combien de temps le PDG est en place. Alors, Patrick Pouyanné, hein, c'est une valeur sûre chez Total qu'on connaît bien. Il n'y a pas que le PDG qu'il faut regarder, hein. Il y a bien sûr le directeur financier, il y a les autres, voilà, les différents membres de l'exécutif. C'est aussi important de connaître les actionnaires, la culture de l'entreprise, sa stratégie, etc. Ça, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Et enfin, le dernier point qui est la valorisation. Alors, je vais revenir sur Tesla. La valorisation qui est en général, pour raisonner simplement, un multiple de bénéfices. Combien notre glacier qui nous rapporte 10 000 euros par an vaut si je dois le vendre à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a un PER de 10, donc il vaut 10 fois son bénéfice? Dans ce cas-là, je le vendrai 100 000 euros. Ou est-ce qu'il vaut 100 fois son bénéfice? Et dans ce cas-là, je le vendrai 1 million d'euros. C'est là où il ne faut pas confondre la rentabilité, donc un return on equity qui peut être de 100%, et la valorisation, hein, parce que le return on equity, c'est ce qui a été mis historiquement dans l'entreprise par les actionnaires. Alors que la valorisation, c'est ensuite sur le marché combien les actionnaires se revendent entre eux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une rentabilité de 100% sur notre camion de glace, par exemple, qu'il faut forcément l'acheter. Parce que si on vous vend les 10 000 euros de bénéfices, 100 000 euros, alors un PER de 10, c'est un bon prix. Si on le vend 1 million, donc un PER de 100, c'est plus du tout la même histoire. Donc, au niveau des ratios de valorisation, vous vous doutez que Tesla vaut très très cher. Et Tesla, effectivement, a aujourd'hui un PER de quasiment 200 fois, hein, un multiple de 200 fois les bénéfices 2024, 95 fois les bénéfices 2025. Voilà. Même en regardant un petit peu plus loin, c'est vraiment assez fou. Il n'y a pas que Tesla qui est comme ça. Il n'y a pas que des entreprises en méga croissance. Et c'est drôle parce que je lisais justement la dernière analyse de Loris sur Costco. En fait, c'était le suivi de résultats sur Costco. Costco, c'est une boîte que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps. Je ne suis jamais rentré dedans parce que je trouve la valorisation trop chère. Donc, c'est quelque chose que je surveille. L'entreprise peut avoir tous les feux au vert, et pour moi, c'est un peu le cas chez Costco, mais à la fin, il ne faut pas payer trop cher. C'est comme notre camion de glace super bien placé, blablabla, 1 million d'euros, je n'y vais pas. À 100 000 euros, je peux y réfléchir. Et donc, je lisais l'analyse de Loris, hein, qui est super intéressante. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter gratuite, parce que parfois, Loris, Abdallah mettent des analyses gratuites dans la newsletter, même si la plupart sont du côté du club, hein, qui nécessite un abonnement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'informations dans la newsletter gratuite. Et là, dans cette analyse, donc Loris parlait de ses prévisions de bénéfices, et il dit que Costco s'échange à 29 fois ses bénéfices estimé pour 2031. Vous vous rendez compte? Donc en termes de valorisation, c'est toujours dingue. Et c'est là où on voit que ce n'est pas une entreprise de super croissance, parce qu'elle vaut cher aujourd'hui. Elle vaut 49 fois les bénéfices, ce qui est cher, ce qui est trop cher pour moi. Mais même les bénéfices, enfin le multiple de valorisation à 5 ans, voilà, c'est une folie pour moi en tout cas. Mais tant que la boîte continue sa belle progression, voilà, c'est typiquement le genre de boîte sur lequel j'applique les 7 thèmes dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'ailleurs, dans une ancienne vidéo, j'ai déjà parlé de Costco. Donc, j'applique ces critères-là. Et en dernier, je finis par la valorisation. Et si la valorisation est trop élevée, alors dans le cas de Tesla, j'aime pas la boîte, donc je la mets pas sur ma watchlist. Mais dans le cas de Costco, j'adore cette boîte. J'attends juste qu'elle revienne à un niveau de valorisation plus cohérent, et aussi plus cohérent avec le passé. Parce qu'on voit là typiquement que le PER avait une moyenne plutôt de 35 ces dernières années. Il s'est complètement arraché pour atteindre des niveaux de 50. Donc voilà, moi, si Costco revient sur des PER de 35, idéalement 30, alors là, je vais charger la barque. Bien sûr, si ça revient sur ces niveaux de valorisation, sans trop de mauvaises nouvelles, hein. Il y aura sûrement un passage, ça va passer de mode, mais je ne veux pas non plus acheter un PER de 30, une croissance qui est en berne, et puis des gros problèmes qui ont surgi. Donc voilà pour la partie valorisation. Et quand même un dernier petit mot, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai vu ça l'autre jour, je vous prends un truc un peu récent. Alors FDJ, voilà. Que là, on a vu donc les thèmes principaux. Je pense honnêtement que si vous regardez ces 7 thèmes, vous êtes plutôt pas mal. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours plein de risques, et ces risques peuvent venir de partout.
Dans la FDJ, c'est bien connu, le risque principal, c'est un risque de réglementation et j'en avais déjà parlé notamment quand j'avais, vu la FDJ, enfin analysé la FDJ il y a bien longtemps sur la chaîne Zone Bourse, lors de son introduction. Le risque principal, c'est la réglementation et c'est évidemment, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux impôts qui sont arrivés sur les jeux. Ça a un impact direct sur le compte de résultat, sur les résultats nets de la FDJ. Voilà, ce qui a fait une belle dégringolade, de plus de 20 sur le titre. Donc ça nécessite quand même une bonne analyse, de faire du stock picking, de faire de l'analyse fondamentale. Il faut avoir vraiment la vue la plus juste, possible. Moi, j'ai une checklist qui est beaucoup plus longue que cet indicateur-là. En tout cas, il y a et ça prend du temps. Surtout, ça prend du temps d'analyser une boîte. C'est pour ça que là, par exemple, l'analyse le suivi de résultats plutôt que Loris a fait sur Costco, moi, à chaque fois, j'apprends. À chaque fois, je regarde Costco, ce que ça donne au Japon, en Chine, en Europe, bien sûr, le cœur de marché qui reste les États-Unis, les abonnements, hausse des prix, rétention des abonnements, etc. Et pour bien connaître une boîte, il faut la suivre régulièrement. Moi, c'est ce que je retiens vraiment de mes années d'expérience, c'est que j'apprends 50% de la boîte en mettant un gros coup sur l'analyse financière, etc. Et les 50% restants, ils viennent avec le temps, en voilà, suivant les résultats, comme Costco sur ceux de l'analyse de Loris tout à l'heure, etc. Et avec le temps, comme ça, je commence à bien connaître la boîte. Et quand il y a des crises qui arrivent, comme celle qu'on a récemment ou qui va continuer pour le futur, là, hein, si Trump continue à faire joujou avec les droits de douane, c'est là où je peux dégainer idéalement sur Costco ou d'autres boîtes qui sont dans ma watchlist. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire si vous avez voilà, des remarques sur les choses que vous regardez de votre côté avant d'investir. Donc je vous rappelle, hein, pour la promotion Zone Bourse, le lien en commentaire, 40%, ça va durer qu'une dizaine de jours, hein, donc profitez-en rapidement. Merci encore pour votre fidélité, vos likes, c'est toujours hyper agréable. Et puis voilà, là j'ai pris uniquement un faux exemple entre guillemets de Tesla pour faire plutôt de la pédagogie, mais je referai des analyses de boîtes dans le futur. Je pensais revoir Thales, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Merci toujours et puis à bientôt pour d'autres vidéos.